donc, pour commencer cette édition de Smart Bourse de la mi-journée, Jean-Jacques Oana, qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue, Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Je sais que vous n'êtes pas totalement surpris par le début d'année qu'on a pu vivre, notamment sur les actions européennes, puisque nous en parlions avec vous en fin d'année dernière pour signaler qu'il y avait un risque réel à la hausse sur les actions européennes notamment, un argument qui était même appuyé par les outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. La question qu'on se pose désormais avec vous, Jean-Jacques, c'est qui va prendre le leadership des marchés actions pour le nouveau cycle dans lequel on est entré? Alors vous avez raison de noter que en fait on n'est pas vraiment totalement surpris par ce rallye, peut-être par son ampleur, puisqu'il vient peut-être, l'ampleur est au-delà de nos attentes. Donc je rappelle quand même, on est autour de plus 9% depuis le début de l'année sur l'Eurostock 50, donc le marché européen, le marché de la zone euro en Europe. Et on est globalement en hausse entre 2 et 9%, donc le marché européen tenant la corde. Le deuxième, quand même, marché, on en parlera tout à l'heure, ce sont les émergents, les actions émergentes, en dollars, en devises locales. Dure. Voilà. Devise dure. En devise dure, en dollars. Et donc maintenant, on peut s'interroger sur quel va être le leadership géographique de ces marchés, et en regardant en fait différents horizons de temps et aussi le positionnement des fonds spéculatifs. Alors premièrement, en regardant différents horizons de temps sur 3 mois, on a l'Europe qui est à plus 20%, la zone euro, les émergents qui sont à plus 20%, donc pareil, égalité dans un mouchoir de poche. Et puis après, on a le FTSE qui a été assez régulier quand même. Et si on regarde pas sur 3 mois, mais sur un an glissant, le marché dominant, c'est le FTSE. C'est assez intéressant. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu une performance finalement, il est assez régulier. Donc c'est un peu celui qui court le marathon, la course de fond. Et cela peut s'expliquer en raison de son positionnement sectoriel. En effet, il y a beaucoup de valeurs pétrolières qui ont très bien performé, des valeurs de ressources de base aussi. Et il est riche en valeurs financières. Donc globalement, on a 3 secteurs qui représentent la value et qui sont surreprésentés à l'intérieur de l'indice FTSE et qui lui ont permis d'afficher la meilleure performance de tous les indices boursiers sur un an. Une fois n'est pas coutume. Si on regarde sur 5 ans, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, on a la zone euro et les marchés américains qui sont dans un mouchoir de poche, premier ex-aequo, quasiment. Donc en fait, ça veut dire que maintenant, sur une période intermédiaire, la zone euro concurrence le marché américain qui est censé être l'empereur des marchés. Et puis si on regarde sur 10 ans, on a toujours les marchés américains qui sont premiers, mais on a les marchés japonais qui est un deuxième assez proche. Donc en fait, on voit finalement qu'on a des leaderships différents sur différents horizons de temps, et cela finalement crée une petite confusion. On n'a pas vraiment de marché dominant. Alors, est-ce qu'il faudrait un peu tout avoir ? Eh bien, là, quand on regarde quand même la dynamique sur un an, qui, à mon sens, est la plus importante, on voit quand même que sur le S&P 500, on est à moins 16. Sur les valeurs technologiques américaines, Nasdaq, on est à moins 27%. Et par contre, sur les autres marchés, et notamment, on l'a dit tout à l'heure, FTSE il est positif, et l'Europe, on est quasiment à 0. Donc, en fait, on voit que dans cette phase, il y a quand même eu un tournant. Sur les valeurs américaines, on peut dire qu'on est toujours finalement dans un bear market, et on peut émettre cette hypothèse, et notamment sur le Nasdaq, moins 27% sur un an, c'est un bear market. Et donc ça voudrait dire que finalement cette embellie haussière, ce n'est pour l'instant au regard de la technique, si vous voulez, de l'analyse technique, qu'un bear market rally pour les marchés, pour les valeurs technologiques américaines. Et peut-être pour le S&P 500, de manière générale, qui est très influencé par ces valeurs, et notamment la composante croissance. Et par contre, sur d'autres secteurs et sur d'autres zones géographiques, là, il y a un vrai questionnement. Alors, est-ce que l'Europe va maintenant entretenir un marché plus haussier ? Il y a une vraie question, puisque sur les values européennes, ça y est, on a dépassé le plus haut. Donc on est au plus haut jamais atteint sur les indices value en Europe. La value Europe. Donc ça, on peut dire que lui, forcément, il n'est pas en bear market. Donc vous voyez, donc là, on a un indice que sur l'Europe, il se passe vraiment quelque chose.
Et puis de manière intéressante, quand on regarde le positionnement des fonds spéculatifs hedge funds, on a un indice supplémentaire. Et là, on voit qu'ils sont toujours baissiers sur les marchés américains. Donc, confère notre analyse. Ouais, bien sûr. On est en bear market encore sur notre analyse. Par contre, on l'avait dit le mois dernier, ils ont une position substantielle en valeur de la zone euro sur l'Eurostoxx et un positionnement maintenant qui a tourné positif sur les marchés émergents. Deuxième indice qui est assez intéressant. Puis le FTSE, toujours une position structurellement positive sur le FTSE. Donc en fait, on voit très bien qu'on a finalement aujourd'hui une rupture entre les marchés, entre des marchés américains qui sont en tendance baissière, un marché japonais qui est entre les deux, qui est ballotté par le yen, avec des effets monétaires qui ont prédominé au cours de ce dernier mois. Et par contre, des marchés de la zone euro, du britannique, et puis surtout les marchés émergents qui sont en train de tourner. Et quand on réconcilie avec les fondamentaux, on arrive encore à une image qui peut être encore plus intéressante, parce qu'en fait, le problème des marchés, c'est qu'aujourd'hui, on a une hausse qui est très rapide, certes, qui est appuyée par des indicateurs techniques qui sont favorables, des indicateurs d'aversion au risque qui sont favorables, un appétit pour le risque des investisseurs qui est favorable, mais néanmoins qui se heurte à désormais des bénéfices qui sont stagnants. Et on confère la journée d'hier où, en effet, nous commençons à avoir une inquiétude sur la croissance, puisque c'est la première journée depuis longtemps où on a eu simultanément une baisse des bourses et une baisse des taux. Assez substantielle. Donc ça veut dire que maintenant le marché est en train de tourner et finalement les préoccupations du marché s'orientent sur la croissance et non plus sur l'inflation. C'est un régime de corrélation qui est en train d'évoluer, la baisse des taux n'étant plus perçue comme un soutien aux valorisations actions, mais comme un signal négatif sur la croissance qui justifie un ajustement à nouveau de valorisation des marchés actions. Absolument, avec des craintes de récession en ligne de mire. Et donc finalement, l'idée générale, c'est que désormais la baisse ou la stagnation des bénéfices va être un frein à la hausse des marchés. Et la hausse des marchés va se heurter à ce problème. Et puis si on prend du recul, on voit que finalement la hausse des bénéfices, elle est stagnante partout, mais il y a peut-être une exception. C'est qu'en fait, on a eu une correction des bénéfices très substantielle sur les pays émergents, sur les bourses émergentes. Et désormais, ça s'est stabilisé. Les bénéfices se sont stabilisés depuis un mois. Donc il n'y a plus, je parle des bénéfices anticipés à 12 mois. Donc de ce point de vue-là, il pourrait y avoir maintenant désormais une aide future à la hausse des marchés provenant des fondamentaux sur les pays émergents. Un retour du momentum bénéficiaire. Voilà. Alors excusez-moi pour cet anglicisme, mais je pense que le sweet spot, on pourrait dire le Goldilocks ou le scénario boucle d'or, dans un fauteuil, se met en place pour les marchés émergents, avec plusieurs facteurs qui pourraient être favorables. Le premier facteur, c'est que finalement, on a peut-être une pause, on va dire, peut-être pas une baisse, mais peut-être une pause juste de la hausse des taux de la Fed. Et on sait que le dollar est extrêmement important. Parallèlement, une pause de la hausse du dollar. Et même peut-être une baisse du dollar. C'est ce qu'on constate. Oui, s'il y a un début de quelque chose de ce point de vue-là. Absolument. Et d'ailleurs, si on regarde pas seulement l'euro, mais les devises émergentes, on voit qu'il y a un appétit pour les devises émergentes, avec un portage qui est favorable, mais surtout, en réalité, un arrêt du resserrement monétaire anticipé de la Fed. Voilà. Et cela peut-être suffit finalement à détendre l'atmosphère sur les émergents. Peut-être qu'on pourrait rajouter aussi que finalement ce scénario est conforté par la hausse du cuivre, la hausse de l'or aussi, qui sont quand même des matières premières emblématiques des flux d'investissement et de la croissance. Et puis aussi, je dirais que fondamentalement, l'économie chinoise, on sait qu'elle a fermé, elle s'apprête à réouvrir. Je situerais ça plutôt après le Nouvel An chinois. Et peut-être que le gouvernement chinois, encore une fois, ce n'est pas très transparent, mais on peut l'anticiper, va relancer l'économie chinoise après le Nouvel An chinois. Et tous ces éléments pourraient finalement conforter un scénario favorable avec une conjonction d'événements favorables pour les marchés émergents, une fois n'est pas coutume. Et donc, si on clôture cette analyse, la conclusion, c'est que de manière technique, les marchés européens sont bien orientés,
mais ils vont se heurter au problème des bénéfices et peut-être au problème de l'euro fort finalement, parce que le soutien de l'année dernière est un frein peut-être pour cette année. Alors que les marchés émergents n'ont pas ce même problème, puisque en fait, ce qui conditionne l'appétit pour les investisseurs, au contraire, c'est la hausse des marchés émergents, des devises émergentes. Et donc, finalement, à mon sens, le marché qui pourrait le plus bénéficier des conditions monétaires et de l'environnement général, c'est peut-être les actions émergentes. Ça résonne avec une note qui avait été publiée par le stratégiste de Bank of America Merrill Lynch en fin d'année dernière. Sa recommandation qu'il maintient d'ailleurs pour 2023, c'est « Vendez l'hubris américain, achetez l'humiliation des émergents ». Et c'est exactement la conclusion à laquelle vous arrivez aujourd'hui. Quand on évoque ce changement de leadership, on parle de cycle long, c'est une vraie logique de retour à la moyenne, de normalisation, ça prend du temps, ça peut être rapide, quelques mois, quelques trimestres peut-être de tendance à exploiter sur les marchés, ou est-ce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus long ? En fait, on va pas non plus être arrogant et dire que tout est changé et que les valeurs technologiques ne sont plus bonnes à détenir, loin de là. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, les valeurs de croissance, eh bien, en fait, l'investissement en bourse sur les valeurs de croissance repose, comme son nom l'indique, sur la croissance. La croissance, elle n'est plus vraiment là. Il y a quand même une dynamique qui s'installe aux États-Unis de licenciement, de prudence, etc. Cet environnement, il est plutôt favorable finalement aux valeurs décotées, moins aux valeurs de croissance. Évidemment, il y a des clés qu'on ignore que va faire le pétrole cette année, parce que ça va conditionner l'évolution des valeurs pétrolières qui ont fait une année l'année dernière exceptionnelle. Mais finalement, quand on regarde les marchés émergents, je ne dirais pas que c'est peut-être un changement de leadership structurel, loin de là. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que on ne l'a pas dit, mais sur 10 ans, c'est la moins bonne performance de tous les marchés. Oui, bien sûr. Et donc, on ne pourrait pas être sûr de cela à ce point. Par contre, sur les prochains mois, à mon sens, ça pourrait être un bon pari. On voit que dans la correction, il y a des indicateurs techniques qui ne trompent pas. Ça corrige très peu. Alors que, par exemple, hier, il y a une correction sur le S&P 500. Ça a été complètement absorbé par les marchés émergents. Et donc, peut-être qu'il pourrait dominer les marchés d'indices boursiers ces prochains mois, je dirais. Nouveau leadership qui s'installe. On verra pour combien de temps, mais en tout cas, c'est la réalité du moment qu'on peut constater. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.